Donc à Marseille, là au labo, on a une soufflerie qui est assez grande. Hein. Le tout fait 60 mètres de long, 5 mètres de haut. Bon, le canal, il fait que 40 mètres de haut. Vous avez un peu des vues, vous voyez les vagues qu'on fait. Et c'est vraiment des vagues qui sont formées par le vent. Ce pas des vagues qui sont formées par le batteur. On peut faire des vagues avec un batteur, mais c'est le vent qui fabrique ça. Et vous voyez que le vent, il fabrique des vagues qu'un batteur ne peut pas fabriquer. Vous avez une rugosité de surface, vous avez des vents de différentes longueurs d'onde, etc. Et là-dedans, on peut mettre tous les instruments qu'on veut. On peut mesurer à la loupe ce qui se passe au niveau des vagues. On peut mesurer ce qui se passe dans le creux des vagues, à l'interface, etc. Ça aussi, c'est une représentation spectrale. Je ne sais pas, vous voyez la transformée de Fourier, je pense, dans les programmes, hein, peut-être. Ouais. Donc, en fait, c'est une représentation spectrale. Ça veut dire qu'ici, j'ai une énergie, ici, j'ai des fréquences. Donc, les vagues, vous avez des grandes vagues, des petites vagues. Donc, chaque vague a une fréquence donnée. Donc, si vous faites des mesures sur un millier de vagues, vous pouvez tracer par transformée de Fourier de votre signal de vague. Vous avez ici l'énergie des vagues en fonction de la fréquence. Et là, j'ai changé les axes. J'ai divisé l'axe des fréquences par le pic. Ça veut dire que tous mes spectres ici, ils valent 1. Et l'énergie, c'est pareil. J'ai divisé les énergies par l'énergie maximum. Donc, j'ai des courbes comme ça qui sont à 1. Et il y a une courbe, la courbe en trait noir, ça a été prise à 90 km au large partant de Mistral. Et la courbe en pointillé, ça a été pris dans la soufflerie, simplement à 20 mètres de distance. Et il faut se méfier, les échelles sont en log. Donc sur 5 décades en énergie, donc c'est quand même assez énorme ici, et 3 décades en fréquence, on a des spectres qui sont de la même forme. Ça veut dire que géométriquement, et de façon répartie, les vagues qu'on fait dans la soufflerie ressemblent beaucoup à celles qu'on fait en mer. Donc c'est important. Voilà. Donc pour vous montrer ce qu'on fait en laboratoire, on mesure ce terme-là. Ce terme-là, en laboratoire, la couche visqueuse, elle fait 1 millimètre. Donc il faut mesurer le gradient de vent. Le TU sur dz, c'est le gradient vertical de vent. Donc il faut mesurer la variation du vent sur le premier millimètre d'air au-dessus des vagues. Donc on a fabriqué, ici c'est de l'anémométrie à fil chaud. Le petit instrument qui est là c'est un fil qui fait 3 microns de diamètre, qui est chauffé avec une électronique à température constante. Dès qu'il y a du vent dessus, il refroidit. Et l'électronique, c'est un pont de Wheatstone tout bête. Il va chauffer le fil à température constante. On récupère la tension et par des lois, on peut récupérer la vitesse du vent. Avec cet instrument, on peut faire 10 000 ou 20 000 mesures par seconde. Ça veut dire qu'ici, on a un moteur magnétoélectrique qui est assez précis. Ça plonge à peu près 1 mètre seconde. Mais sur 1 mètre seconde, sur une seconde, on peut avoir à peu près 20 000 mesures jusqu'à la surface. Donc en gros, tous les 50 microns, on a le profil de vitesse de vent. Et comme le fil chaud, quand il touche l'eau, il y a un signal très fort. Donc on sait exactement à quel endroit on est. Donc on fait ça sur des centaines et centaines de vagues. Et statistiquement, on peut avoir le profil de vitesse de vent. Ça, c'est pour le terme qui est là. Et le terme qui est là, il a fallu construire un capteur de pression assez particulier pour capter la pression statique. Et ensuite, on a ce qu'on appelle on fait un suiveur à vagues. Ici, vous avez des sondes à vagues. Donc, c'est des fils qui mesurent au dixième de millimètre près les hauteurs des vagues. Et le moteur, il est asservi au signal des vagues. Donc, c'est pour ça qu'on peut mettre des capteurs ici. Et les capteurs suivent l'interface des vagues. Donc, on peut mesurer notre référentiel. Ce n'est pas Z, la distance par rapport au niveau moyen de l'eau. C'est Z par rapport à l'eau. Si on est une crête, en fait, on est en coordonnées curviligne à chaque fois. Et donc, on mesure ce paramètre-là. Donc là, voilà un exemple de ce qu'on fait là. Faut se méfier ici des shorts de grandeur. Ça, c'est une vague, mais qui est schématisée par phase. 0 degré, c'est la crête. Moins 180 degrés, c'est le creux. 180 degrés, c'est le creux. Et ici, il faut faire attention à l'échelle. C'est 1 millimètre ici. Donc dans 1 millimètre, on a des points tous les 50 microns. Là, et le vent souffle de là à là. Et donc, vous voyez qu'on peut mesurer le profil de vitesse de vent. Et la tension visqueuse, c'est le gradient à la surface ici. Voilà. Donc, vous voyez bien qu'il y a des différences entre au vent et sous le vent. Donc là, on calcule directement ce terme-là, ici, qui est la tension visqueuse. Donc là, c'est 5 cm, faut se méfier. Et donc, on arrive à mesurer ce fameux terme-là de pression et pente qui est ici, on l'intègre, on a la forme. Et ensuite, on compare par rapport aux théories, je ne vais pas trop détailler ici, mais ici, c'est la partie du transfert de quantité de mouvement qui va dans le courant. Donc en fonction de la vitesse du vent, quand le vent est faible, il y a toute la quantité de mouvement qui va dans le courant. Et là, c'est en fonction de la cambrure des vagues. Donc quand les vagues sont cambrées, ça veut dire que la hauteur est haute par rapport à la longueur d'onde. Pratiquement tout le transfert de quantité de mouvement se fait dans les vagues. Donc ça vous permet, en laboratoire, en fait, on arrive à revoir la théorie et à mesurer précisément ce qui peut se passer, quoi. Voilà. Il y a une autre fait aussi que les gens n'ont peut-être pas conscience, c'est que la rétroaction des vagues sur l'air. Donc là, j'ai pas mis de vent.
mais vous avez une vague qui passe. Bon, on a ensemencé l'air ici pour qu'on puisse voir quelque chose. Je ne sais pas si avec la lumière vous voyez bien, mais vous voyez qu'une vague qui passe, elle induit des mouvements dans l'air qui peuvent être assez importants. Et notamment donc des tourbillons, quand la vague passe ici, vous voyez là, et hop, elle pousse, et là vous avez un tourbillon assez important. Et ce tourbillon va réagir ensuite avec l'atmosphère plus haut. En mécanique des fluides, quand vous avez des interfaces et des interactions, on considère toujours deux couches, la couche interne, la couche externe. Il y a un paramètre qui est important, c'est ce qu'on appelle le temps de retournement des tourbillons. Là, vous voyez ce gros tourbillon, il retourne assez vite, donc son temps de retournement, il est court. Et en fait, il est beaucoup plus court que la période de la vague, donc ça veut dire que c'est un tourbillon qui va réagir beaucoup avec ce qui se passe alentour. Si vous êtes plus haut, par exemple celui-là, c'est un tourbillon qui a un temps. Donc on a toute cette couche, on appelle la couche interne en mécanique des fluides, et toutes les couches où le temps de retournement du tourbillon, il est doux, il est doucement, ben c'est un tourbillon qui ensuite va être affecté par le vent, il va avoir moins d'influence. Donc là, on arrive à séparer tout ça. Ensuite, par imagerie de particules, c'est des techniques en mécanique des fluides expérimentales. On ensemence l'air, on a deux lasers, deux caméras. On prend des images de particules, c'est que des images noires avec des points blancs, et on fait des intercorrélations d'imagettes, et ça permet d'avoir les vitesses absolument partout dans l'écoulement. Donc on mesure et on quantifie tout ça en fait. Ça, c'est des vraies vitesses mesurées, et vous voyez que près de la surface, il peut y avoir ici des vitesses importantes. Bon, ça c'est pour montrer que même si la vague n'est pas très grande, il peut y avoir de l'air très haut. Et ensuite, ce qu'on a fait au laboratoire aussi, en fait, c'est assez vieux, mais on était vraiment le premier à le faire, c'est qu'on calcule avec ces techniques d'imagerie de particules vraiment les lignes de courant. Donc vous avez une vague qui passe, et suivant les caractéristiques de la vague, vous avez les lignes de courant. Donc là, vous avez un décollement, etc. Toutes les théories souvent étaient basées sur le fait que les lignes de courant suivaient la surface. Et en fait, c'est faux dès que ça devient un peu courbé comme ça. Et donc, on a fait des études vraiment assez longues et détaillées sur les processus de séparation au-dessus des vagues en mouvement, etc., avec des tas de statistiques différentes. Et bon, ça, je ne commande pas trop, mais c'est des nombres sans dimension. Et en fait, ça, parce que quand il y a un décollement, le transfert de quantité de mouvement ne se fait pas de la même manière. Et maintenant, dans les modèles de prédiction d'état de mer, tous ces trucs-là, ils sont pris en compte. Là, vous avez Ardouin là, qui avait eu le prix il n'y a pas tellement longtemps. Il a intégré dans son modèle, il a un modèle vraiment très performant là, qui s'appelle WaveWatch 3. Et donc, tous ces éléments commencent à être intégrés. Il y a aussi Kudryavtsev, un russe, là, qui fait des modèles assez compliqués, et c'est intégré dedans. Il y a aussi des trucs assez plus sympathiques là, dans la nature, c'est qu'il y a eu pas mal de publications quand même, il n'y a pas tellement longtemps, sur les albatros, etc. Et je me souviens que Richardson, j'ai pas mal discuté avec lui, il s'était beaucoup inspiré des résultats qu'on avait eus là, pour expliquer le vol des albatros. Les albatros, vous savez, ils peuvent parcourir des kilomètres, des kilomètres, des kilomètres, des kilomètres, pratiquement sans battre des ailes. Et donc il y a une technique qui est utilisée en planeur, c'est le vol dynamique. C'est-à-dire qu'ils vont en haut, ils vont en bas, ils vont chercher une compression d'air vers le bas, et la vitesse va faire qu'ils vont être éjectés, capter plus de vent, etc. Donc Richardson, surtout Pissac aussi, là, ils ont fait toute une théorie en se basant beaucoup sur le truc. Et là, je vous montre un petit exemple, un albatros qui est là. En fait, il fait du vol dynamique, il arrive, il descend, il va choper une compression sous une vague déferlante, là, qui est là, et hop, il va partir très vite en hauteur. Ça, c'est pour vous montrer un albatros qui ne va pas des ailes. Et puis très récemment, si vous allez sur le net, c'est vraiment très récent, la NASA est en train de construire un drone perpétuel, c'est-à-dire qu'il n'y aurait normalement pas besoin de recharger ces trucs, enfin un petit peu avec des batteries, mais qui utilise exactement le même principe que les albatros, c'est le fait des décollements d'air le long des vagues. Donc, ça, c'est un film, c'est pas le vrai truc, mais le principe, c'est ça. L'avion, il va chercher une compression d'air entre deux crêtes de vagues, le vent, il vient de là, il va chercher le truc, et hop, il va monter très haut, enfin, il va faire comme l'avion, voilà, hop, etc. Et avec ça, en fait, on peut même remonter au vent. Il y a des trucs... Alors les vagues, je n'ai pas beaucoup de temps peut-être, mais les vagues, donc maintenant on est à la surface. Simplement pour vous montrer les vagues, c'est un problème compliqué les vagues en mécaflux, très compliqué parce que vous avez l'équation de Navier-Stokes, vous connaissez peut-être, enfin l'équation de mécanique des fluides, avec toujours des bilans de conservation, quantité de masse, d'énergie et tout ça. Le gros problème de Navier-Stokes, c'est une équation non linéaire. Je vais vous montrer ce que c'est que la non-linéarité, mais surtout que l'inconnu, les conditions limites se mettent sur une surface qui est une inconnue du problème. Donc vous avez une équation différentielle où les conditions limites sont elles-mêmes une inconnue. Donc finalement, c'est ça qui fait la difficulté du chose. La non-linéarité dans les équations de Navier-Stokes, ça vient de ça. Vous connaissez peut-être la dérivée totale, je ne sais pas si vous voyez ça en physique. Ici, les vagues, c'est quelque chose qui dépend de l'espace et du temps.
Il y a le temps et l'espace. C'est un truc qui se trimballe. Et donc, si vous faites F égale M gamma, hein, il faut le gamma. Le gamma, c'est simplement le du sur dt. Mais dans le du sur dt, vous avez toujours le du sur dt qui est l'accélération temporelle. Mais comme la chose se propage, vous avez aussi une accélération convective qui est le u gradient de u. Ça, c'est une dimension pareille c'est une dimension d'accélération ici. Donc, le fait que vous avez u gradient appliqué à u, ça, c'est non linéaire. Et pourquoi qu'est-ce qui fait la difficulté? C'est que si vous avez un simple sinus ici u gradient de u, si vous développez, vous avez ça un sinus que multiplie la dérivée, ça fait cosinus. Et quand vous avez sinus fois cosinus, hein, ben vous arrivez à un demi du sinus de 2 fois le truc. Donc en fait, vous arrivez en rouge à un sinus 2 fois ce que vous avez au départ, et ça s'appelle une harmonique. Donc naturellement, vous avez une onde qui a une certaine longueur d'onde. Navier-Stokes, ce qui vous fait directement, ben, il va créer directement une onde de longueur d'onde moitié. Et comme l'onde de longueur d'onde moitié, elle existe, Navier-Stokes, il va faire qu'il va y avoir l'onde encore de moitié. Donc Navier-Stokes, par non-linéarité, il va construire toutes les échelles. Donc c'est ça qui fait aussi la difficulté de résolution. Je ne vais pas trop insister sur les équations des ondes. Vous avez peut-être vu ça, définition des ondes. On dit toujours que c'est une porteuse, une enveloppe que multiplie un sinus et là une phase. Et donc là, vous connaissez hein, les pulsations, les nombres d'ondes, la fréquence, etc. Cette équation qui est là, qui est la conservation, on va dire, des vagues. De fait de la définition, hein, la pulsation, c'est la dérivée temporelle de la phase. Nombre d'ondes, c'est la dérivée spatiale de la phase, etc. Donc on arrive. Là, je vous montre ce truc-là, enfin, indépendamment des équations, mais c'est très important dans les ondes. D'abord, on a des ondes dispersives. Les ondes dispersives, hein, c'est important puisque c'est des ondes qui ne se propagent pas tous à la même vitesse. La vitesse va dépendre de la longueur d'onde. Ici, pour les vagues, des petites longueurs d'onde vont faire des vitesses petites et les grandes longueurs d'onde vont faire des longueurs d'onde grandes. Donc dans les ondes, vous avez entendu parler sûrement de la vitesse de groupe. Hein. La notion de groupe sur les vagues, c'est très très important. Là, je vais montrer une simulation. Donc c'est des vagues, toute la même fréquence ici. Donc c'est ce signal-là. Le sinus, il est ici. Et le rouge ici, c'est l'enveloppe. C'est l'enveloppe. Et donc vous voyez ici que les vagues qui sont là se déplacent plus vite que l'enveloppe. Donc la vie d'une vague, c'est d'être, par exemple, petite. Elle va rentrer dans un groupe, la même vague. Donc elle va devenir grande. Elle va atteindre son apogée, elle va diminuer, elle va rediminuer, elle va re-rentrer dans un groupe. Donc ça, c'est la vie d'une vague. La vie d'une même vague, elle va continuellement moduler en amplitude. Et d'une façon générale, si on est en plein océan, la vitesse rouge ici, qui est la vitesse de groupe, ça va 2 fois moins vite que la vitesse bleue qui est ici. Voilà. Donc cette notion de groupe, c'est très important. Si vous avez un canal à vagues, vous faites des batteurs, vous fabriquez des vagues qui vont à 1 mètre par seconde, par exemple, avec un batteur. Si le canal il fait 10 mètres, vous commencez le batteur, vous avez vos chronomètres, vous dites au bout de 10 secondes, elles auront fait 10 mètres et je vais les voir. Vous ne voyez rien au bout de 10 secondes. Vous voyez des vagues qui apparaissent qu'au bout de 20 secondes, parce qu'en fait, toutes les premières vagues qui ont été créées, elles ne sont pas portées par l'énergie. Ce qui va faire avancer les vagues, c'est l'énergie des vagues. Donc finalement, c'est le groupe rouge qui va avancer donc à la vitesse de 50 cm par seconde. Et donc si vous faites un batteur avec des vagues qui vont à 1 mètre par seconde, les premières vagues que vous allez voir, elles apparaissent au bout de 20 secondes. C'est là qu'on arrive à comprendre qu'est-ce que c'est que la vitesse de groupe. La vitesse de groupe, très rapidement, vous avez peut-être vu ça, hein, ça vient du fait que si vous sommez 2 sinus, ces 2 ondes qui sont pratiquement les mêmes, elles varient par des petits deltas, là, un delta de pulsation et de fréquence. Si vous sommez ces 2 sinus-là, sinus A plus sinus B, vous avez sinus A plus B et la cosinus A moins B. Et donc la somme du violet plus la somme du vert jaune ici, ça donne le violet qui est là. Et le violet, c'est cette formule-là. Et la courbe rouge, c'est cette formule-là. Donc là, vous voyez bien que c'est la formation, ça c'est une onde, et la vitesse de cette onde, hein, c'est la pulsation divisée par le nombre d'ondes, delta oméga sur delta k. Donc on voit bien que la vitesse de groupe ici, c'est la vitesse de ce paquet d'ondes, et c'est elle qui transporte l'énergie des vagues. Un petit rappel, ça aussi, ça peut être des exercices typiques que vous faites en sup ou en sp, mais c'est comment on calcule, vous avez un sinus comme ça, comment on fait pour calculer l'enveloppe du sinus. Donc on utilise beaucoup, nous, ce qu'on appelle la transformée de Zoe-Hilbert, mais ça, vous avez eu sans doute des exercices, mais peut-être même sans le savoir, parce que c'est cette intégrale qui est là. Vous avez une fonction qui est là, ça c'est ma fonction. La transformée de Hilbert, c'est simplement ça. Donc c'est simplement une intégrale d'une fonction. La seule particularité de cette intégrale, c'est que quand vous faites t égale tau, ici, il y a un point singulier. Donc il y a une manière de traiter les intégrales avec des points singuliers. Je ne sais pas si vous voyez ça ou pas, mais ça se calcule. Et donc il y a des exercices qui sont très,
En fait, après, on peut, dans un problème, on va détailler les étapes, etc. Mais vous pouvez montrer que le signal, si état, c'est la ligne bleue, état de t plus i le complexe fois h de t, ce truc-là, ça plus ça, vous prenez la norme, ça vous donne la courbe rouge, c'est l'enveloppe. Et ben, vous pouvez très bien avoir, ça on peut, c'est pas très difficile, si on vous détaille toutes les opérations, vous pouvez très bien avoir des exercices là-dessus, hein, des problèmes. Bon, la transformée de Fourier, j'en ai parlé, là je vais passer. Les ondes sont dispersives, je passe directement à ça. La courbe rouge, il y a un truc aussi qui est assez nouveau, enfin pour nous quand on travaille dedans. La courbe rouge que vous avez vue, c'est l'enveloppe des vagues. L'enveloppe des vagues, c'est vraiment ce qui trimballe le groupe. Et ben en fait, cette courbe rouge, on peut montrer qu'elle est solution de l'équation non linéaire de Schrödinger. Donc j'ai regardé vos programmes sur le net, je ne sais plus hier ou avant-hier, j'ai vu non linéaire de Schrödinger, donc a priori, quelque part, ça doit être un programme, je ne sais pas, doit traîner, je ne sais pas où, peut-être en SP, je ne sais pas où dans certaines sections, mais enfin c'est marqué noir sur blanc. Donc ça, c'est l'équation non linéaire de Schrödinger. En fait, l'enveloppe rouge que vous avez vue, c'est le A. Et ben, elle obéit à cette relation, cette équation différentielle. Une dérivée du temps, dérivée d'espace, deuxième dérivée d'espace, et puis là, un terme non linéaire qui est là. Pourquoi je la montre? Parce qu'en fait, ça fait très longtemps qu'en optique non linéaire, donc l'optique non linéaire, c'est par exemple l'optique est trimballée dans des fibres optiques sur des dizaines de kilomètres, c'est un matériau particulier. L'optique dans les ondes à l'intérieur des fibres optiques, c'est des ondes dispersives. Vous avez aussi dans les plasmas, enfin vous ne voyez pas, c'est les gaz ioniques, donc aussi vous pouvez avoir des ondes qui sont pareilles. Dans les condensats de Bose-Einstein, là, donc ça c'est aussi des milieux particuliers où vous avez des particules dans un état quantique qui est de plus basse énergie, donc c'est tous les supraconducteurs, superfluides, tout ça, et les vagues. Ben, tout ça, dans tous ces trucs-là, on a exactement la même équation. C'est la même équation exactement. Pareil, la même formulation. La même définition du alpha, la même définition du bêta, la seule chose qui change, c'est la relation de dispersion des ondes. Mais sinon, c'est exactement la même équation. Ben là, c'est pareil. Je ne sais pas si vous faites trop les équations différentielles, mais on peut faire des changements de variables. Si vous changez de variable, vous arrivez à cette expression canonique qui est là, qui n'est pas très très compliquée. Et cette expression canonique, on arrive, ce qui est très intéressant, c'est qu'on arrive à trouver des solutions exactes à cette solution, ou des solutions approchées. Et ça, c'est important. Pourquoi c'est important? Parce que c'est tout ce qui concerne ce qu'on appelle les vagues scélérates, les rogue waves, les solitons, etc. Donc ça fait longtemps qu'ils font des solitons et des vagues scélérates en optique. Parce que les vagues scélérates en optique, ça permet, vous envoyer de la lumière dans quelque part un laser avec un circuit optique, quoi que ce soit. Vous fabriquez des instabilités dans l'équation non linéaire de Schrödinger et vous pouvez avoir à un moment donné 3 fois plus ou 5 fois plus de puissance. Parce que c'est des groupes en fait. Et les groupes, vous pouvez moduler vos vagues avec une expression bien déterminée, de telle manière à ce que, par exemple, vous avez 50 vagues et vous mettez une bonne perturbation sur votre batteur de telle manière à ce que ces 50 vagues vont former ensuite qu'un seul groupe avec une vague qui va être très forte. Donc en optique ou en vague, alors nous en vague on est très en retard, mais depuis peu on refait les expériences qu'ils ont fait en optique, on les refait sur les vagues. Alors là, donc ça c'est des solutions particulières de l'équation. Il y a différentes solutions, périodiques en temps, périodiques en espace, etc. Et ça, on fait des vagues aussi comme ça. Là, c'est une solution particulière de l'équation non linéaire de Schrödinger. Vous avez l'espace, vous avez le temps. Ça, c'est l'enveloppe, en fait. Ici, vous avez 1. Ça veut dire qu'ici, vous avez des vagues qui font, par exemple, 1 mètre. Et bien, à un moment donné, toutes ces vagues 1 mètre, elles se combinent pour faire une vague qui vont faire 3 mètres. Et cette vague-là, qui est là toute seule et qui disparaît, pas mal de publications, on dit c'est des vagues en fait qui viennent de nulle part et qui disparaissent sans laisser de traces. Hein, parce que donc, il y a toujours les marins qui disent on a vu une vague, elle ne vient pas, d'où ça va, etc. Et donc nous, en soufflerie ou en truc, on fait exactement ça. Là, vous avez un train de vague initial. Alors là, j'ai l'expérience que j'ai fait à Taïwan parce que le bassin était plus long. Et vous voyez qu'au final, au bout de 131 mètres, j'arrive à un groupe de vagues qui est pratiquement 5 fois plus forte que les vagues initiales. Hein. Donc c'est assez puissant. Là, le batteur, on fait des petites perturbations de rien du tout ici, et la petite perturbation va dégénérer en ça. Donc ça explique la formation des très très grosses vagues. On peut faire aussi ce qu'on appelle des solitons pulsés, donc des séries de vagues exceptionnelles, toujours en appliquant les théories de l'optique non linéaire. On fait aussi des vagues exceptionnelles dans des champs de vagues aléatoires. Bon, je n'insiste pas trop. Alors là, vous avez des résultats en optique ici, des résultats avec les vagues. C'est des représentations fréquentielles, mais c'est pour vous montrer qu'on a le même schéma. Il y a un truc très nouveau aussi qu'on vient juste de soumettre à Nature, la Physics Report, là c'est en révision. C'est le fait qu'en optique, alors les échelles de temps, c'est marrant, les échelles de temps en optique, c'est la picoseconde. Donc c'est tout petit, les échelles des distances, c'est des kilomètres.
pour vous dire, parce que les fibres optiques, c'est très long. En vague, les distances, c'est des mètres, les temps, c'est des secondes, mais c'est la même équation. Et là, en bassin, on arrive à faire ça. Donc ça, c'est l'enveloppe des vagues. C'est un peu compliqué à comprendre, mais ça, c'est la distance, ça, c'est le temps. Et en fait, on arrive à faire donc des vagues exceptionnelles, en fait, des rock waves qui se séparent en deux, exactement comme en optique ici. On fait aussi ce qu'on appelle des solitons noirs. En optique, vous avez une fibre optique. De temps en temps, ils sont embêtés parce que vous n'avez plus du tout de lumière. Donc là, c'est la lumière qui diminue complètement. Et donc là, c'est les vagues. Donc vous voyez, les vagues, elles sont grandes ici. Elles vont plus vite que le groupe. Elles diminuent, elles diminuent, elles diminuent. Elles deviennent nulles et elles repartent. Et on fait ça sur un bassin qui fait 200 mètres de long. On fait tout le départ, ce pattern-là, et c'est stable. Et en fait, le groupe se déplace moins vite que les vagues. Mais toutes les vagues qui arrivent dans le groupe, elles diminuent, elles deviennent nulles. Et ensuite, elles repartent. Bon, j'insiste pas, donc ça c'est l'optique non linéaire et les vagues. Maintenant je parle du courant, je vais peut-être aller quand même assez vite, mais tout ce que je vous ai montré pour l'atmosphère, on le retrouve pour les courants avec toutes les couches. Donc c'est exactement les mêmes équations, c'est des fluides, hein. La seule chose qui change, c'est qu'on va avoir des masses volumiques de l'eau. Et puis bon, on fait des petits calculs et on trouve aussi le courant de dérive dû au vent, il y a aussi un log. Alors le Z est négatif, c'est pour ça qu'on a un moins Z ici. Mais donc on arrive un peu à la même chose que dans l'atmosphère. Le courant de surface, il y a le courant orbital des vagues. Donc ça, vous voyez, les animations Wiki, vous avez sûrement vu ça. Ça se calcule aussi très facilement. Une vague ici, donc elle induit un courant orbital, donc parce que la particule qui est en haut, elle se déplace vite, mais comme en bas, elle est plus profonde, elle se déplace moins vers le bas, et du coup, ça fait une vitesse de dérive qui a cette expression-là. Ici, c'est la vitesse de la vague, on retrouve une exponentielle, et ici, c'est la cambrure au carré. Et donc, la conclusion, elle est très facile. Bon, après, c'est ça. C'est ça. C'est très compliqué. Voilà, donc si vous avez peut-être des questions. Je voulais simplement dire que dans l'océan, on retrouve la spirale d'Ekman, on va retrouver la couche à flux constant, on va retrouver les courants géostrophiques. Tout ce qu'on trouve dans l'atmosphère, on le retrouve dans l'océan, bon, avec des valeurs différentes, mais c'est la même chose. La seule chose qui est vraiment différente au niveau de la spirale d'Ekman, c'est que ça tourne dans l'autre sens. Et au niveau des courants de surface, quand vous êtes dans l'atmosphère, que vous avez une dépression, un mouvement dépressionnaire, vous avez une zone de convergence de l'air, alors que dans l'océan, c'est assez curieux, mais si vous avez un mouvement cyclonique, vous avez une divergence de l'eau.